Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire mensuel d'Edoni. Alors, Edoni, c'est une association qui œuvre dans l'intérêt collectif des filières de la fourniture industrielle, de la quincaillerie, du bâtiment et des équipements de protection individuelle pour standardiser la donnée produit et favoriser les échanges commerciaux entre acteurs de cette filière, que ce soit les industriels, les distributeurs et les clients. Le thème du webinaire d'aujourd'hui concerne les enjeux de la RSE et la data produit. Et donc, nous allons dérouler un certain nombre de points d'actualité concernant la responsabilité sociétale des entreprises, le remettre un petit peu en contexte, bien évidemment, avant d'esquisser les impacts de ces nouvelles responsabilités au niveau de la data produit et spécifiquement dans l'environnement B2B qui nous concerne, ce qui permettra d'ouvrir un jeu de questions-réponses et d'échanges entre nous à la fin de la présentation. Alors, j'essaye de passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, la RSE qui représente un nouveau champ de données pour la donnée produit. Et pour commencer, je voudrais un petit peu d'inspiration.
Donc, l'idée, c'était de commencer cette session sur la RSE par ce rappel et cette mise en contexte que, évidemment, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, c'est bien la préservation du vivant et de la Terre, qui est notre espace habitable, seul espace habitable parmi des dizaines de milliers de planètes et de galaxies qu'il convient de préserver. Quelques données tout d'abord pour approcher les enjeux climat et liés à l'émission de gaz à effet de serre et notamment ici le CO2. Donc on voit dans le temps ici les courbes depuis 1800, on voit l'utilisation du bois en pied de graphe et puis l'émergence à partir de la moitié du 19e siècle du charbon, puis du pétrole à partir de 1900, du gaz, et enfin du nucléaire, du solaire, du vent, des autres énergies. Ce qui est important de retenir dans ces courbes, c'est le développement très exponentiel de la consommation. C'est également la part très minime du renouvelable aujourd'hui. Et quand on parle de décarboner l'énergie, évidemment, ça veut dire qu'on va s'adresser au gaz, au pétrole et au charbon, et ça permet de bien matérialiser l'effort que cela représente. On peut aussi tirer comme enseignement de ces courbes que l'apparition d'une nouvelle énergie n'a finalement pas pris le pas sur l'énergie qui était là précédemment. Par exemple, l'arrivée du pétrole n'a pas amené à une réduction du charbon ou l'arrivée du pétrole, enfin l'arrivée du gaz n'a pas amené à une réduction de l'utilisation du pétrole. Donc on a une addition, chaque énergie nouvelle qui est arrivée n'a pas freiné, n'est pas venue en substitution des autres. Donc tout ça pour remettre en perspective l'enjeu de décarbonation et l'impact qu'il a sur l'économie. Ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, ça c'est l'enjeu de réchauffement qui est lié à l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit bien ici la courbe des risques avec, dans le scénario le plus favorable, une élévation qui correspondrait à 1,5 degré par rapport aux températures de référence qui sont celles de 1850-1900, et un scénario le plus pessimiste qui amènerait à une augmentation de l'ordre de 5 degrés à horizon 2100, ce qui est, je ne vais pas m'étendre ici sur les impacts que ça aurait, mais c'est plutôt cataclysmique, à la fois pour l'espèce humaine et bien évidemment en premier lieu pour l'ensemble des activités économiques, même si les scénarios médians, voire les scénarios à plus 2 degrés, impliquent déjà de très grandes transformations et de très grandes évolutions en termes de risques et en termes de phénomènes naturels qui ont bien évidemment un impact sur l'économie. Prenons pour exemple l'ouragan qui a frappé la Floride hier. On est sur une intensification des phénomènes et une augmentation de leur fréquence. Alors le constat, on vient de parler du CO2. Le CO2 et le climat est un des enjeux auxquels on doit faire face. Mais en vérité, le Stockholm Resilience Center a théorisé et analysé que l'humanité qui habite la Terre, et donc pour que la Terre reste viable pour l'humanité, puisque c'est ça l'enjeu, il y a 9 limites qui sont identifiées et on considère que 6 limites sont dépassées aujourd'hui. Les 2 dernières limites, l'eau et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, ayant été déclarées dépassées au début de l'année 2022. Donc, on parle beaucoup du climat, mais l'enjeu est extrêmement varié en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Le cadre d'action, pour rappel, c'est les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies qui ont été mis en avant à l'occasion de la COP 21 à Paris en 2015 et qui constituent le socle de l'agenda 2030, donc l'ensemble des champs d'action
pour rendre la planète vivable à horizon 2030. J'insiste ici sur la présentation de ces 17 objectifs de développement durable, sur le fait qu'ils sont tous importants, mais ils ne se valent pas tous. Cette représentation ici indique bien un ordre de priorité entre les objectifs qui concernent la biosphère, la société et l'économie. Les couches supérieures ne pouvant être réalisées sans que les couches inférieures soient assurées. On a une logique de socle ici. Et puis, dans cette présentation, j'insiste également sur le 17e objectif de développement durable, qui est le partenariat, la mise en place de partenariats pour la réalisation de ces objectifs. On y reviendra un petit peu plus tard, mais ces défis exigent, imposent un niveau de collaboration nouveau et étendu par rapport à ce que nous avions l'habitude de vivre. Quelques défis, sans rentrer dans les détails de ce que concerne l'accord de Paris sur le climat, mais ça concerne évidemment limiter la hausse des températures, accompagner la transformation dans les pays pauvres par rapport aux pays qui ont été émetteurs, les pays développés qui ont été émetteurs de gaz à effet de serre dans leur développement depuis de nombreuses décennies. Voilà. Enfin, positionner ces objectifs de développement durable et cette ambition mondiale avec une reprise évidemment au niveau de la communauté européenne. Donc c'est le European Green Deal qui se donne des objectifs bien sûr pour atteindre la cible 2030. Alors il y a bien sûr le Fit for 55 qui concerne le CO2. L'objectif est de réduire de 55% sur le périmètre de l'Union européenne les émissions de CO2 à horizon 2030 et d'être carbone neutre à horizon 2050. Et puis on voit là dans la constellation tout un tas de directives, tout un tas de sujets, le Carbon Border Adjustment Mechanism, les taxes carbone aux frontières, les directives sur l'énergie renouvelable, enfin tout un tas de lois et tout un tas de directives qui sont en train d'être construites au niveau européen et qui vont venir s'imposer à l'ensemble de l'économie. Donc un cadre réglementaire qu'on ne peut ignorer, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un lien direct évidemment avec la donnée produit liée à la RSE. Donc le cadre se précise, hein, on parle de la taxonomie verte, évidemment, qui va obliger les entreprises à classifier leurs activités, ce qui permettra d'avoir, notamment dans les objectifs, plus ou moins d'accès au financement. Mais il y a aussi une obligation de reporting extra-financier qui sera davantage beaucoup plus structurée. On le voit notamment avec la mise en place de la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui est au niveau européen, en fait, l'extension de la déclaration de performance extra-financière qu'on connaissait en France, qu'on connaît en France depuis 2016, qui concerne les entreprises cotées et les plus grandes entreprises, qui oblige les entreprises à présenter leurs actions, leurs impacts, mais qui n'est pas cadré de telle sorte qu'il est difficile d'introduire de la comparabilité. Ce qu'on cherche ici, ce que cherche l'Europe avec la CSRD, c'est d'être beaucoup plus précis dans ce qui est mesuré en termes de performance extra-financière, de pouvoir comparer des entreprises d'un même secteur entre elles sur différents items, mais également de pouvoir comparer l'évolution des performances d'une entreprise d'une année sur l'autre. Donc ça se met en place. Comme d'habitude sur ces sujets-là, les plus grosses entreprises vont être concernées en premier. Ces exigences vont peser sur les plus grosses entreprises. La dimension d'entreprise visée va être plus faible, plus basse que la DPEF. On était à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. On va descendre à 20 millions d'euros à titre d'exemple.
Et bien sûr, l'ensemble des sociétés seront concernées d'ici quelques années par ces pratiques. Et avant que l'obligation ne pèse, il est évident que par rapport aux imbrications des chaînes de valeur et des liens entre les grosses sociétés et les plus petites, pour mettre en avant leurs résultats, les entreprises qui sont redevables vont certainement monter leur niveau d'exigence vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenantes, y compris les PME. Donc, s'il n'y a pas dans un premier temps d'obligation légale, il y aura bien sûr dans les liens d'affaires des incitations très fortes qui vont arriver très rapidement sur les entreprises et sur des données nouvelles. Alors, pour rentrer plus particulièrement dans la RSE, et pour être assez rapide et synthétique, on peut considérer que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'application à l'entreprise des objectifs du développement durable des Nations Unies et l'attention que doit avoir, on va y venir, que doit avoir l'entreprise vis-à-vis d'un certain nombre de sujets qui sont ici présentés. Alors, rappelez que quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, on n'est pas sur quelque chose d'accessoire, on est sur une obligation légale puisque le Code civil a été modifié par la loi Pacte en mai 2019 et l'article 1833 du Code civil indique désormais que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, bien évidemment, l'intérêt social, l'objet social de l'entreprise est au cœur de son activité, mais celle-ci est parfaitement indissociable des enjeux sociaux et environnementaux. Ce vers quoi nous allons, c'est davantage de redevabilité. Alors, redevabilité, bien sûr, d'un point de vue légal, du cadre légal que je viens d'évoquer, mais également redevabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les clients, les fournisseurs et bien évidemment les collaborateurs, mais la société au sens large, puisque on ne va plus pouvoir ignorer les externalités négatives qu'une activité a sur l'environnement. Donc, c'est théorisé ici par la théorie du donut de Kate Raworth, qui rappelle sur l'extérieur de ce cercle-là les 9 limites qu'on évoquait tout à l'heure, et puis qui indique que l'espace vital pour l'humanité, en fait, il est dans le respect de ses limites, mais également à ce qu'il y ait un plancher social qui soit assuré et qui permette aux sociétés de se développer de manière harmonieuse, équitable. Donc, il y a un minimum de droits qui sont accessibles pour qu'une société se développe de manière équilibrée. Donc, c'est l'espace sûr et juste pour l'humanité tel qu'indiqué ici. Et pour en arriver là, et pour rendre compte, on va vers, et c'est un lien direct avec la donnée, évidemment, on va vers de nouvelles formes de comptabilité, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond aujourd'hui qui se met en place pour que dans l'entreprise, le rapport à la performance ne soit pas que l'aspect financier et qu'au-delà de la finance, au-delà des résultats, on compte ce qui compte. Et il y a plusieurs initiatives qui émergent de comptabilité multicapitaux qui permettent de mesurer les impacts de l'entreprise, alors positifs et négatifs, et les impacts de l'entreprise sur l'environnement en général, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et donc là, on a besoin de référentiels nouveaux. À titre d'exemple, c'est dans les entreprises en prospective
les services de DAF qui sont identifiés comme étant ceux qui vont être à même d'organiser le traitement de ces données-là. Et on voit apparaître un nouveau métier qui est le Chief Value Officer, c'est-à-dire le directeur de tout ce qui se valorise et plus seulement l'aspect financier des activités. Pour faire un lien avec les beaucoup plus opérationnel entre données RSE et la conduite des activités, je partage ici un extrait de l'observatoire du baromètre de l'Observe 2022, de l'Observatoire des achats responsables, que je vous invite à consulter directement sur leur site. Donc, 2 extraits que j'ai retenus qui me semblaient marquants. 9 organisations sur 10 sont engagées ou sur le point de s'engager dans une démarche d'achat responsable. Et une démarche d'achat responsable, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'elle ne peut se mettre en œuvre sans que l'acheteur dispose d'éléments qui lui permettent de faire un choix objectif en matière d'impact et de RSE. Au moment d'acheter le produit A, l'acheteur va avoir besoin d'informations complémentaires à celles dont il dispose aujourd'hui et en termes d'impact. Et les leaders du marché commencent déjà à solliciter leurs fournisseurs, notamment au premier chef sur l'impact carbone, mais gageons que l'attente est bien plus large que l'enjeu carbone, comme on vient de le voir précédemment. Il y a bien d'autres limites qu'il faut prendre en compte. Et pour être sur un levier beaucoup plus business, je retiens cette question 13, l'appréciation de l'importance à venir des objectifs d'achat responsable. Et je m'intéresse plus particulièrement au 1, 2, 3, 4, 6e item qui indique qu'à 80%, les interrogés considèrent que l'achat responsable est un critère majeur de choix des fournisseurs. Qui dit critère majeur de choix des fournisseurs met un enjeu à la fois sur la disponibilité de la donnée et sur la qualité de la donnée. C'est-à-dire que non seulement il va falloir pouvoir prouver la performance de ces produits, mais il va falloir que le niveau de performance soit à la hauteur des engagements de l'entreprise, ce qui suppose évidemment de repasser ou de reconsidérer la construction des assortiments dans son offre au regard du positionnement que l'entreprise souhaite se donner sur le marché. Pour avancer au-delà de la donnée nette, enfin de la somme des données séparées qu'il va falloir gérer et collecter, on voit aussi l'émergence, alors ici spontanée, par des acteurs qui ont mis en place des indicateurs, des scores, et puis il y a des démarches aussi au niveau européen, bien sûr, qui vont dans le sens de ce scoring produit, et on y sera attentif. Là, on est sur des démarches volontaires qui répondent à un besoin du consommateur d'avoir des informations pour éclairer ses choix. Une illustration ici d'un score, à la différence de ceux qu'on vient de voir précédemment, qui est un score qui a été mis en place suite à un consortium mondial. Donc, on est bien ici, on parlait de partenariat tout à l'heure avec l'ODD 17. On est bien ici dans le monde de la cosmétique, dans la bonne mesure de l'importance d'avoir quelque chose qui soit utile aux consommateurs, qui soit donc comparable. Et les principales marques mondiales se sont entendues pour définir ensemble un Eco-Beauty Score avec un impact environnemental global commun à toutes les marques. Donc, l'histoire s'écrit maintenant, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure dans le champ de réglementation qu'elle est arrivée avec ses préparations en Europe. Pour autant, la France est un environnement moteur sur le sujet et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC,
en est un des exemples. On voit aussi avec l'émergence d'Ecovadis qui est devenue qui est reconnue en tant que nouvelle licorne en termes de valorisation, mais qui a également dépassé très récemment les 100 000 entreprises évaluées. On voit bien un niveau de maturité qui augmente dans ces enjeux d'évaluation. Alors, Ecovadis, on est à la maille entreprise, hein, on n'est pas sur la donnée produit encore, mais bien évidemment, les données produits contribuent à cette évaluation globale. Autre illustration que vous avez peut-être vu passer hier ou avant-hier dans la presse, le gouvernement veut instaurer un bonus pour les produits textiles les plus durables. Donc, je n'ai pas encore creusé ce qu'il y a derrière, mais on comprend bien la tendance et on comprend bien qu'il va falloir s'appuyer sur de la donnée pour pouvoir qualifier. Et puis, j'illustre avec ces bananes la tendance généralisée au score. Enfin, sur ce schéma du bas, d'une économie linéaire à une économie circulaire, bah, c'est effectivement tout l'enjeu qui est devant nous, puisque on s'aperçoit aujourd'hui, alors très, très visiblement avec les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi avec l'atteinte des limites que j'évoquais tout à l'heure, que le modèle d'économie linéaire qui a été celui sur lequel on s'est développé depuis 1850, atteint objectivement ses limites aujourd'hui, notamment via ses ressources. On parle déjà de la ressource en eau, de la ressource en sable, qui sont des ressources assez élémentaires et qui viennent déjà à manquer. Donc, il y a une prise de conscience, et c'est le sens de la loi AGEC également, une prise de conscience que l'ensemble de notre économie va devoir se transformer, évoluer, et être davantage circulaire, alors qui est illustré ici, hein, mais l'objectif étant de ne pas détruire et jeter en consommant les ressources, mais d'avoir des modèles d'affaires qui peuvent être nouveaux et des modèles de conception pour préserver les ressources et surtout durer. En conclusion de cette brève présentation, et le format webinaire impose d'aller relativement à l'essentiel, c'est une transition multi-défis qui est devant nous. J'en ai identifié deux grands qui me semblent de nature complètement différente, mais qui vont trouver écho, de toute manière, qui vont trouver écho. Donc, vous l'avez compris, un besoin de redevabilité et de traçabilité. Bien sûr, les parties prenantes vont avoir besoin de sincérité. Des pratiques qui aujourd'hui paraissent un peu vertueuses pourront demain être perçues comme du greenwashing, si elles sont exagérément prometteuses. Et sur cette partie redevabilité, traçabilité, on va faire face à devoir produire, gérer beaucoup de données nouvelles, sur les produits, sur les environnements dans lesquels l'industrie se développe, mais également sur toute la chaîne de valeur du produit, et y compris de ses composants. Et puis, dans cet aspect de circularité, vont rentrer dans le champ des données à gérer tous les événements de la vie du produit, qui aujourd'hui est très, très peu abordé dans l'activité commerciale qui est de l'achat-vente. Quand le vendeur a cédé son produit, il y a souvent une rupture d'information, mais on va vers un univers où il y aura une continuité d'informations certainement, et que tous les éléments de la vie du produit seront identifiés, seront documentés, et y compris jusqu'à la valorisation en fin d'usage, qui est une étape essentielle du cycle. Et tout ce qu'on pourra imaginer, là je suis dans les grandes tendances.
Et puis l'autre défi, c'est un défi d'agilité, de sobriété et de coopération. On a à la fois la transition bas carbone, le respect des limites planétaires en général, ce qui va nous amener à gérer une évolution des modèles d'affaires. Et c'est dans ce sens-là qu'on aura besoin d'agilité et de coopération. Et puis, avoir en cible que nous devons aller vers des activités régénératives, donc être carbone neutre, ce qui n'a pas de sens par ailleurs, ne suffira pas. Il sera important que les activités qui vont se développer soient régénératives. Et donc, on peut imaginer avoir un champ de développement et conforme à l'ODD 17 qui soit un développement davantage de coopétition, c'est-à-dire de coopération entre acteurs du marché qui peuvent paraître concurrents, mais qui sont en fait liés par les mêmes enjeux, puisque les transformations qui sont à gérer au niveau de la filière et les travaux qui sont conduits dans le cadre des données en sont un bon exemple, nécessitent certainement une mise en commun de moyens à une échelle beaucoup plus importante que par le passé. Et puis tout ça, évidemment, avec un facteur temps qui est très fort, qui est extrêmement fort, puisque plus on tarde à atteindre ces objectifs-là, plus notamment sur le CO2, mais c'est le cas aussi sur la biodiversité, plus on avance dans une économie qui n'est pas encore régénératrice, plus on se met en risque d'être sur des situations de plus en plus difficiles et de plus en plus sensibles. Donc voilà pour cette transition. Et en conclusion, je voudrais reposer que effectivement, la responsabilité sociale des entreprises représente un nouveau champ de données qui a le contexte évidemment en entrée immédiate de l'empreinte environnementale des produits et des organisations avec des guidelines qui sont produites par la Commission européenne, qui peuvent nous aider en premier chef à évaluer les impacts des produits. Et vous l'avez compris, le champ d'action et le champ de besoin, en tout cas, est extrêmement large. Et le défi qui s'offre à nous, c'est de construire ensemble le référentiel RSE des données produits dont les acteurs de la filière ont besoin. Et dans ce contexte-là, Edoni est très heureux de s'appuyer sur son partenariat avec GS1 France et de continuer à l'amplifier, puisque on doit mener des travaux qui sont conformes aux attentes de la filière, mais on doit aussi s'assurer d'avoir des standards de données qui soient totalement compatibles avec le maximum d'acteurs au niveau mondial. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose un temps d'échange. Alexandra, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Non, je n'ai pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent poser une question. Dans ces cas-là, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser directement à Vianney, s'il y a des questions. Pendant que vous réfléchissez, je vous partage quelques bonnes lectures. Donc, Le Monde sans fin de Jean Covici, qui est sorti en fin d'année dernière. Alors, vous voyez peut-être à l'envers, en fait. Je ne me rends pas compte. Ralentir ou périr de Timothée Paric, qui est un économiste. Ce livre est sorti la semaine dernière. Excuse-moi, Vianney, ouais. Qu'on voit mieux, il faudrait que tu arrêtes le partage, parce que là, en fait, on te voit dans une micro-vignette. Ah, ok. Merci. Alors, arrêtez le partage. Hop. C'est bon comme ça? C'est mieux? Donc, Timothée Paric. Mais alors, vous le voyez à l'envers, j'ai l'impression. Non, c'est bon? On le voit bien. Ok. Ralentir ou périr.
le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, sous la direction de Jean-Marc Jancovici, qui aborde les transformations possibles qui pourraient être opérées dans certaines filières de l'économie française. Et puis un très bon ouvrage de Céline Puch, Hardy Juilly et Fabrice Bonifay, directeur du développement durable de Bouygues, qui est l'entreprise contributive concilier le monde des affaires et les limites planétaires, voilà, et qui donne des pistes très opérationnelles sur les transformations à conduire. En tout cas, nous vivons une période exaltante. Vianney, Florent Bretet, PP Analytics, moi j'aurais une question. Oui, Florent. C'est sur donc ce message que tu portes maintenant depuis quelques mois. On revient tous les deux du même salon qui était Préventica sur les EPI. Et je voulais savoir quel était, parce que moi j'ai entendu beaucoup parler de hausse tarifaire, d'objectifs, on va dire, à la fin du mois, voire à la fin de l'année. J'ai pas entendu parler beaucoup j'ai vu quelques communications, mais tu m'as éclairé sur le côté parfois un peu abusif de ces communications. Bref, j'ai pas vu un engagement pour le moment des entreprises. Je voulais savoir si tu pouvais me confirmer ça, et surtout, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui va faire bouger, selon toi, qu'est-ce qui va faire bouger ces boîtes finalement? Oui, la RSE volontaire, c'est très bien, mais pour atteindre les objectifs des enjeux qu'on vient de voir, c'est la contrainte réglementaire qui va faire bouger les choses. C'est la contrainte réglementaire qui va bouger les choses. C'est déjà la contrainte réglementaire qui a fait bouger les choses, puisque d'amener dans les commandes publiques un certain pourcentage de produits issus du recyclage ou de la réutilisation a déjà fait bouger les lignes, a amené les entreprises à se questionner. Donc, je te rejoins. Il y a un niveau. Alors, le niveau de conscience est variable. Il bouge quand même rapidement. Le curseur se déplace assez rapidement. L'été caniculaire a contribué à faire augmenter le niveau de conscience. Alors, sans bien savoir forcément toujours de quoi on parle, détenant et aboutissant, mais ça bouge quand même. Après, je te rejoins sur le fait que on est encore dans un modèle business as usual et il n'y a pas de vraie compréhension du niveau de transformation qui est devant nous. Ça, c'est certain. Les réglementations vont faire changer les choses. L'attention portée aussi à ce que peuvent penser les consommateurs. Alors, ce qui est particulier, c'est que ceux qui sont les plus en avance, par exemple, quelqu'un qui présente un produit qui va être présenté comme carbone neutre, il est en avance sur tous les autres, mais finalement, il s'expose déjà à ce que pour une partie de la population, ce type d'allégation soit perçu comme étant suspicieux. Alors, même si on peut le prouver. Voilà. Et d'ailleurs, les réglementations vont changer en 2003 sur cet aspect-là, puisqu'aujourd'hui, pour être carbone neutre, pour se prétendre carbone neutre, il suffit de faire la preuve de compensation, d'action de compensation carbone. C'est comme ça qu'une entreprise de transport aérien peut être carbone neutre, par exemple. Demain, il sera bien imposé de distinguer ce qui relève de l'effort pour réduire son émission et ce qui relève de sa contribution par ailleurs, donc qui ne s'appellera plus compensation, mais sa contribution pour des actions qui amènent à favoriser l'émergence de puits de carbone. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore les premiers qui s'y sont mis souhaitent en faire un avantage compétitif. Plus que, on est plus encore dans une logique vraiment de concurrence et d'en faire un avantage compétitif. Et il n'y a peut-être que comme ça aujourd'hui, c'est aussi sûrement un axe efficace au moins au début pour faire bouger les lignes, mais c'est vrai si tu partageais ce constat. Ok. Merci Florent.
Juste, j'ai l'impression que le business model, quel qu'il soit aujourd'hui, il est contradictoire avec ce que le RSE peut demander ou apporter, parce que les gars, ils sont là pour faire des bénéfices à court terme. Et ce qui va se passer d'ici 10, 20 ans, le mec qui va rester sur un poste pendant une année ou deux, il a largement rien à foutre. Mais pour certains, et je pense que la pression doit venir, et c'est ce qui se passe, et ça me fait plaisir, de la part de législateurs qui, jusqu'à maintenant, il s'est assez peu intéressé du sujet, mais qui doit avoir une vision à très long terme, et donc qui peut obliger les entreprises à avoir cette vision, parce qu'il est clair qu'une fois qu'on s'est inscrit dans le RSE, les produits peuvent éventuellement être plus chers, et après ils vont vous dire oui, mais moi je fais ça, mon concurrent s'il le fait pas, je suis plus bon. Ah, donc c'est l'obligation, et pas qu'au niveau d'un seul pays. Et ça arrive, et ça pas peut-être à la vitesse à laquelle on souhaite, mais je suis optimiste de ce point de vue. Tout au moins le législateur il commence à prendre en compte très sérieusement. Ça arrive, merci Christian, c'est juste. Alors ça arrive aussi par les parties prenantes, hein. Comme je disais tout à l'heure, on m'a cité sur le salon Préventica auquel Florent faisait référence, on m'a cité une réunion récente de présentation d'une politique achat d'un des majors du bâtiment. Bon, ben, ce qui est demandé aux fournisseurs, c'est d'apporter l'information de l'analyse de cycle de vie du produit et donc le poids carbone du produit pour éclairer la décision d'achat. Donc, les majors portent déjà un certain niveau d'exigence, ce qui peut amener à faire bouger les lignes. Et quand on parle de parties prenantes, une partie prenante importante sont les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises où les collaborateurs, parce que ça rentre par la sphère privée, en fait, hein, ont un niveau de conscience et un niveau d'information qui parfois peut être supérieur à celui des instances dirigeantes. Et c'est eux qui, enfin, on voit les aspects recrutement, bien évidemment, mais sur l'aspect marque employeur, une entreprise aujourd'hui qui n'engage pas ces actions-là ou qui n'est pas sincère dans l'engagement de ces actions RSE se met en risque à minima vis-à-vis de son recrutement ou de ses collaborateurs. C'est un des leviers. Alors, est-ce qu'il faudrait que ça aille beaucoup plus vite par rapport aux enjeux climat? Oui. En revanche, on est sur des temps de transformation qui peuvent prendre du temps. Enfin, c'est un peu ce que je ressens être le décalage, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la prise de conscience, la mise en action et le temps de réactivité que les enjeux climat et biodiversité réclament. Donc, c'est sûr qu'on est face à une montagne. Donc, il faut déjà avoir conscience qu'on part en haute montagne. Donc, il faut partir un petit peu équipé. Et puis, il faut préparer le chemin. Et c'est vrai que le niveau d'information, enfin, ça fait partie du travail qu'on doit faire, hein. Et c'est le sens de ce webinaire, modestement, parmi plein d'autres actions, c'est de contribuer à éclairer les acteurs économiques sur les enjeux qui sont devant nous. Voilà. Qu'on met sous le terme RSE, mais de plus en plus, cet aspect RSE est une partie intégrante et indissociable de l'ensemble de la conduite d'une entreprise. Espérant vous retrouver prochainement autour des travaux et des groupes de travail au sein d'Edonie pour contribuer à faire avancer ces sujets-là au bénéfice des acteurs de la filière. Merci à tous.